Madame, Messieurs, nous disons bonjour et en disant bonsoir à tout un chacun de nos invités et de nos sponsors et tous nos internautes, nos auditeurs, ainsi que la radio Aquinoise internationale depuis en France. Et une fois de plus, c'est votre émission hebdomadaire Actes Jeunes que vous suivez tous les samedis à côté de 2h30 heure d'Haïti. Alors aujourd'hui, pour la 3e édition du Actes Jeunes, Madame, Messieurs, nous recevons un entrepreneur, un chanteur et plus encore, vous allez voir, il répond au nom de Monsieur Joël Lorquet. Alors nous disons un grand salut à Monsieur Lorquet. Musat Magazine, vous salue. Je dis bonsoir, bonjour à tous nos amis internautes de Musat Magazine et de la radio Aquinoise internationale. C'est un plaisir de participer à l'émission des jeunes aujourd'hui. Et d'abord, je vais me présenter. Je suis Joël Lorquet, L-O-R-Q-U-E-T. Je suis né le 7 juillet 64, donc j'ai à peine 50 ans et je suis né à Port-au-Prince, mais mes parents ont habité pendant plusieurs années à Saint-Marc. Moi j'ai grandi à Port-au-Prince, j'ai fait mes études primaires chez les frères de Jean-Marie Guillou, les frères de l'instruction chrétienne. Et après mes études primaires, j'ai été au lycée Firmin jusqu'à la classe de philo. Et après, j'ai décoché une licence en communication collective à la fac des sciences humaines, en communication collective évidemment. Et après, j'ai fait une maîtrise en sciences du développement à la faculté d'ethnologie au département des sciences du développement, le DSD. J'ai eu la chance également de faire des stages, beaucoup de stages à l'étranger, notamment en France, au CFPJ, qui est l'une des meilleures écoles situées à la rue du Louvre à Paris, où j'ai fait le journalisme de télévision. J'ai été aussi en stage en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique, en Russie, surtout soviétique également. Et récemment, j'ai fait le Christian Leadership à Singapour, où j'ai décroché un certificat en leadership, ce qui me permet de pouvoir également conseiller les familles et en matière de relations familiales. Je suis d'abord dessinateur, parce qu'on m'a connu comme dessinateur et pionnier de la bande dessinée en Haïti, parce que j'ai publié 3 livres en bande dessinée durant ma jeunesse. En 81, j'ai publié le premier livre haïtien en BD qui s'appelait Regretnet. Qui racontait une histoire sur les boat people haïtiens. C'était une façon pour décourager les Haïtiens à prendre le chemin de la mer. Ce livre à l'époque a été publié à 5000 exemplaires et a connu un immense succès à l'époque. En 83, j'ai publié un second livre qui s'appelait Gram Zafra sur le même thème. C'était pour décourager les Haïtiens à aller couper de la canne à sucre à Saint-Domingue, comme aujourd'hui justement on parle de refoulement des Haïtiens. Mais déjà à l'époque on parlait de ce problème et j'ai écrit ce livre à l'époque pour décourager les compatriotes à ne pas aller à Saint-Domingue pour couper de la canne à sucre, mais pour rester dans leur pays, travailler, pour aider le pays à avancer au niveau agricole. Et en 85, j'ai publié mon 3e et dernier livre en bande dessinée, c'était Malédiction 3H, qui à l'époque faisait allusion aux maladies qu'on appelait 4H, le sida. Parce que normalement, on sait qu'aucune race donnée ne saurait être à l'origine d'une maladie donnée. Mais à l'époque, les gens du CDC à Atlanta avaient carrément choisi, délibérément choisi de dire que Haïti, les Haïtiens étaient les porteurs à l'origine des germes du sida. Très jeune, je voulais lutter contre cette forme d'épithète. Donc j'ai écrit ce livre. Et vous savez que, alors normalement il y a 3 H. Le premier H c'est pour les homosexuels, le second H c'est pour les héroïnomanes et le 3e c'est pour les hémophiles. Mais les scientifiques avaient ajouté un 4e H, c'était pour les Haïtiens. Donc on l'appelait à l'époque la maladie, non pas le sida, mais c'était le 4H. Alors j'ai écrit le livre déjà de manière révolutionnaire, j'ai enlevé le 4e H qui symbolisait les Haïtiens pour appeler le livre Malédiction 3H, une sorte de malédiction du sida et pour les Haïtiens. Et vous savez que quelques temps après, les Haïtiens de New York et de Brooklyn ont organisé une grande marche sur le pont de Brooklyn et ils ont bloqué le pont pendant une journée. Et vous savez que Brooklyn, New York, c'est le cœur du monde. Quand New York est bloqué, c'est le monde qui est bloqué. Et ce jour-là, ils ont fait trembler le pont et ça a occasionné beaucoup de dégâts et beaucoup d'embouteillages, beaucoup de pertes au niveau économique. Et le lendemain, les spécialistes du CDC se sont excusés auprès des Haïtiens. Ils ont enlevé le H
le 4e H qu'on appelait les Haïtiens, pour dire qu'effectivement, les Haïtiens ne sont pas à l'origine de la maladie, ça a été une erreur. Donc très jeune, j'ai été très fier de pouvoir contribuer en quelque sorte à faire avancer la cause de mon pays au niveau international. Et je n'étais pas le seul évidemment, mais à ma façon, j'avais écrit ce livre pour conscientiser les Haïtiens, pour leur faire voir que normalement, on ne peut prétendre qu'une race donnée, qu'un peuple donné soit à l'origine de la maladie. Depuis lors, j'ai arrêté de faire les bandes dessinées, mais j'écris toujours, je fais d'autres livres, j'ai publié beaucoup de livres sur d'autres sujets, notamment mon mémoire de sortie à la fâche, Télé Haïti, victime de la barbarie lavalassienne. C'était un livre qui cumulait la thèse, le mémoire de sortie, avec un autre chapitre qui était consacré à l'incendie de Télé Haïti. Parce qu'il faut dire que j'ai travaillé à Télé Haïti pendant 3 ans, comme journaliste présentateur. Donc j'étais concerné au prime abord quand la télévision avait été incendiée sous le régime Lavalas. Donc j'ai écrit ce livre qui a connu beaucoup de succès également. J'ai écrit un autre livre qui s'appelait Récit de voyage en Turquie, Israël et Palestine. C'est un récit de voyage que j'avais effectué en 1999 avec la Radio Lumière, avec un groupe de 200 missionnaires haïtiens. On a passé 10 jours en Turquie, en Palestine et en Israël. Et ce livre-là, quand on le lit, ça raconte en détail ce périple qu'on a passé là-bas, en Terre Sainte. Et j'ai aussi d'autres livres, notamment un des plus récents qui parle de la Radio Lumière justement, 55 ans au service des Haïtiens. C'est un livre à caractère historique, je dirais, ça traite de l'histoire contemporaine. Et si on le lit, on va découvrir toutes les facettes de la création de la Radio Lumière, qui n'est pas une radio, je dirais, clanique, ou une radio, je dirais, protestante seulement, mais c'est une radio qui appartient au patrimoine haïtien, à la collectivité, parce qu'à travers Radio Lumière, on lit aussi l'histoire du pays, les pressions que Duvalier avait exercées sur les médias à l'époque, et j'ai raconté pas mal d'histoires relatives à l'ère de Duvalier dans ce livre aussi, mais en même temps, on peut découvrir comment un jeune pasteur à l'époque, le révérend David Denhart, jeune missionnaire américain qui avait un rêve, celui de doter le pays d'une radio, je dirais, réseau, qui est la Radio Lumière, qui aujourd'hui encore est l'un des rares réseaux à pouvoir couvrir tout le pays. Et il avait aussi un rêve, avant de mourir, de créer une télévision. Et aujourd'hui, effectivement, il y a la Télé Lumière qui continue à émettre bon gré mal gré pour la collectivité haïtienne. J'ai écrit aussi un livre, le dernier, c'est Christianisme et culture, qui fait une sorte de parallèle entre le christianisme et la culture, pour montrer que la culture est dynamique. Par contre, la parole de Dieu, le christianisme est statique. Autrement dit, la Bible n'évolue pas. Elle reste la même, elle va rester la même, enfin hier, aujourd'hui et demain, elle va rester encore la même. Dieu l'a dit. Oui, bien sûr. Par contre, la culture évolue. Aujourd'hui, la culture que les jeunes en Haïti connaissent, c'est parce que j'ai connu quand j'ai grandi ici. Parce qu'à mon époque, il n'y avait pas le Facebook, il n'y avait pas le Twitter, il n'y avait pas les réseaux sociaux, Internet et tout le reste. Aujourd'hui, les jeunes lisent, mais de mon temps, je lisais des livres très sérieux, des livres de formation, et des livres à caractère éducatif. Mais les jeunes aujourd'hui, ils lisent quand même, mais ils lisent des ragots, hein, des racontars, des uns sur Facebook. Ils lisent quand même, mais ce n'est pas le même genre de lecture. Donc la jeunesse aujourd'hui a deux préoccupations, et que ce que moi-même j'ai connu quand j'évoluais à Port-au-Prince. Donc la culture évolue en quelque sorte, et pas seulement au niveau, je dirais, en médiatique, parce que les réseaux sociaux ce sont des médias également, mais elle évolue à d'autres niveaux. Mais si on doit faire ce parallèle entre la culture et le christianisme, on dit que la culture est en dynamique, mais la Bible est statique. Autrement dit, qu'est-ce qui va primer sur l'autre? Je crois que le christianisme doit primer sur la culture, parce que si on va s'adapter avec la culture, aujourd'hui par exemple, on marie les gens du même genre, du même sexe, c'est une évolution. Mais la parole de Dieu est contre ces choses. Donc, est-ce qu'on va adopter la culture qui évolue, ou est-ce qu'on va s'abstraindre seulement à ce que disent les prescrits bibliques? C'est une interrogation. Donc, dans ce livre, je précise, je recommande de ne pas suivre la culture. Certes, on est dans une culture, on doit y évoluer, mais il faut évoluer dans cette culture et sans tenir compte des paramètres qui sont contraires à la parole de Dieu. J'ai écrit beaucoup de livres encore, je ne me souviens pas de tout, mais j'ai un livre qui s'appelle L'Église du Nazaréen en Haïti, à 50 ans de service dans la communauté. Mais au fait, c'est un livre qui parle de l'histoire, de l'évolution du protestantisme dans ce pays. Bon, au fait, j'ai publié 10 livres
Et j'ai un projet qui va sortir, qui va parler d'entrepreneuriat, justement, parce que je crois que l'entrepreneuriat, c'est la seule chance pour permettre à ce pays de sortir du sous-développement. Autrement dit, si sur les 11 millions d'Haïtiens qu'on a dans ce pays, chaque personne était un entrepreneur, le pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Parce que la création d'emplois, c'est la meilleure façon, le meilleur moyen de contribuer à la richesse. Mais entre-temps, est-ce que vous prenez pour l'implication l'implication des jeunes ou des citoyens dans l'entrepreneuriat? Tout à fait. Ce livre qui va sortir, c'est une compilation de plusieurs conférences que j'ai été données, enfin que j'ai été invité à donner, à présenter par la Jeune Chambre Internationale, la JCI, qui est une chambre internationale. Il m'avait invité d'abord à Moulins-sur-Mer une fois, j'ai intervenu là. Il m'avait invité à Visa Lodge, il m'avait invité à l'hôtel Roi-Christophe au Cap Haïtien. J'ai été aussi donner des conférences au Cap Lamandou, à Jacmel. Et tout récemment, on a eu une sorte de colloque sur l'entrepreneuriat en Haïti à l'Université de Notre-Dame. Donc là, j'ai fait une compilation de toutes ces conférences. Et évidemment, le langage parlé et l'écriture, c'est pas la même chose. Donc j'ai dû remanier un petit peu les textes pour les rendre plus accessibles quand même aux lecteurs. Donc c'est un petit peu ça, je ne me rappelle pas de tout, mais c'est un petit peu ça au niveau de l'écriture. Mais il faut dire que quand j'étais dessinateur, j'ai remporté plusieurs prix aussi. J'ai remporté très jeune, à l'âge de, je crois, 10-11 ans. Le 3e prix, j'étais 3e lauréat à l'époque, lors d'un concours organisé par la Curaçao Crédit. C'était un magasin qui existait à la rue Pavé à l'époque, qui célébrait son 50e anniversaire. Et en 1979, j'ai remporté le plus grand prix, le prix national du dessin, lors d'un concours organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports, dans le cadre de l'année de l'enfance en Haïti. C'était un grand prix, et le prix national. Mais malheureusement, depuis lors, j'ai cessé de faire des dessins, j'ai cessé de faire de la peinture, parce que j'ai réalisé que dessiner, peindre, ça prend trop de temps, vraiment. Mais j'avais l'habitude de passer. Peut-être, au fait, ce que je veux dire, c'est que je suis resté artiste, je fais autre chose. Je fais de la musique aujourd'hui, j'écris. C'est comme Franck Etienne, il fait plein de choses. J'ai fait du théâtre dans le temps, j'ai fait plein de choses au niveau artistique. Mais là, je choisis de faire autre chose. L'écriture, ça m'intéresse maintenant. Le théâtre, pas comme avant. Et la musique, oui, c'est ce que je fais surtout. Et là, je reviens d'une tournée à Chicago. Pour la fête du drapeau, j'ai été invité à donner des concerts à Chicago par le consulat haïtien de Chicago. Donc on a eu 2 concerts et là-bas. Alors vous chantez dans quelle tendance? Je suis d'abord un chanteur à caractère, je dirais, religieux d'abord. Mais étant donné mon rayonnement dans la communauté, j'ai des albums à caractère séculier. L'album de 1904-2004, c'est un album purement séculier qui est un album qui est dédié au pays, dédié aux héros de la patrie, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est faire prendre conscience de la réalité à travers mes textes. Mes textes sont très engagés. Dès le début, même mes albums évangéliques, il y a toujours eu des chansons à caractère social, toujours. Et ce que je faisais avant, par exemple, si on prend la musique en nous baillant en main, c'est une musique qui demande à la... Je l'ai écrit sous Duvalier d'ailleurs, en 84, 83. Et là, il y a encore une histoire derrière, parce qu'une fois, je l'ai chanté sous Duvalier, à Saint-Louis-de-Gonzague, et il y avait Macoute dans la salle qui voulait de Macoute. Quelqu'un est venu me dire de ne pas rester, parce qu'il y a Macoute qui a dit que je suis en train de soulever le peuple contre Duvalier. Effectivement, je n'ai pas été têtu, j'ai laissé la salle, rapidement les coulisses, j'ai pris un taxi, je me suis rendu chez moi. Parce que les paroles, c'est en nous baillant en main pour pays capable de changer, en nous baillant en main pour nous pays capable d'avancer. Alors il y a un tas de textes à caractère engagé qui demandent aux Haïtiens vraiment de se soulever, de se mettre ensemble pour changer la situation. Mais malheureusement, plus de 30 ans après, Haïti n'a pas changé. On a eu beaucoup de gouvernements et de toutes sortes, mais la situation ne fait qu'empirer malheureusement. Le dollar est actuellement à 52 gouttes pour $1, c'est grave. Donc on a beaucoup lutté pour ce pays, mais on a l'impression que les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Mais il ne faut jamais se croiser les bras, il faut continuer à travailler dur pour changer. Donc voilà un petit peu mon histoire. Et si on parlait musique aussi, j'aurais beaucoup à dire. J'ai publié 4 albums de musique. Je n'ai pas toutes les dates en tête, mais je peux les énumérer un petit peu. Mon premier enregistrement en studio, ça a été en 83 à la Radio Nationale d'Haïti.
Là, c'était un album à caractère religieux avec des chansons tirées du livre des Chants d'Espérance. Et puis après, on a fait, dans les années, je crois, 87-88, il y a eu l'album L'amour est merveilleux. Un peu plus tard, on a eu l'album Joël Lorca chante avec les enfants de la Fondation Cœur pour Haïti, qui est un album réalisé avec un groupe d'enfants orphelins qui font partie de la Fondation Cœur, qui évolue à l'île d'Avoie. Et à l'époque, il y avait un embargo et je ne pouvais pas vraiment descendre en ville tous les jours, et surtout le dimanche pour venir au culte, assister au culte. J'ai été fréquenter l'église de la Fondation Cœur pour Haïti et là j'ai découvert des enfants vraiment talentueux. Et j'ai été parler au directeur, qui est M. Johan Smouembou, qui est hollandais. Je lui ai dit qu'il y a des talents qui se gaspillent, j'aimerais faire un album avec ces enfants et vous allez investir dans l'album et les rentrées vont servir pour financer la fondation. Il a été vraiment emballé et on a passé plusieurs mois à répéter avec l'artiste Pierre-Hugo Chéry, qui est un bon musicien. Et avec Pierre-Hugo, on a réalisé l'album, qui est d'après certains le meilleur album que j'ai jusqu'à date que j'ai réalisé. Et dans cet album, il y a évidemment plusieurs chansons à caractère religieux, mais également des chansons à caractère social. Et comme par exemple Rasputin Mouillot, L'amour est merveilleux, et tant d'autres qui sont à caractère social, que beaucoup de radios à caractère séculier continuent de jouer d'ailleurs. Et effectivement, l'album est sorti, et Smouembou grâce à lui, maintenant je suis connu en Europe, parce que ce qu'il a fait, il a traduit les textes des chansons en hollandais et dans d'autres langues. Et l'album a été vendu à la Martinique, à la Guadeloupe, à Saint-Martin, en France, et aussi bien en Hollande, de son pays d'origine. Donc malheureusement, on avait un projet de faire une tournée internationale, mais ça n'a jamais eu lieu. Ça fait déjà, je dirais, peut-être 20 ans. Bon, mais quand même, la bonne chose, c'est que l'album a permis de me faire connaître dans la communauté et en même temps de faire connaître la Fondation Cœur pour Haïti, qui fait un travail extraordinaire. Parce que si vous allez à l'île d'Avoie, près de chez moi, pour voir cette fondation, ils sont sur 3 hectares de terre. On a une école, on a une église. D'ailleurs, la construction avait été détruite en partie pendant le séisme du 12 janvier 2010. On a été la première construction de l'après-séisme. On a eu des spécialistes à venir en Haïti qui ont pris des mesures. Ils ont reconstruit la fondation à partir de la Hollande en métal. Et ils sont revenus constituer l'église, l'école et tant d'autres parties de la fondation. Ils ont remonté. Ça a été la première construction parasismique qu'on a fait en 2011-2012 après le séisme. Donc à la fondation, il y a une piscine, il y a un bassin pour la polyculture, il y a un terrain de basket, il y a un centre de santé. Vraiment, ils sont financés par les Hollandais. Moi, je ne suis pas un membre actif de la fondation, je suis seulement un conseiller, parce que j'appuie, je supporte M. Johan Smouembou dans ce travail qu'il effectue. D'ailleurs, il a remporté l'an dernier un prix du Rochep comme le meilleur projet pour les enfants en Haïti. Il a remporté ce prix l'année dernière. Donc on est fiers d'aider la communauté avec ce qu'on fait quand même, pour les enfants surtout. Et moi je tiens les enfants à cœur, donc je continue à chanter pour les enfants et pour la communauté en général. J'ai aussi publié en termes d'albums alors il y a eu un album après le séisme, c'est Pitié pour Haïti, qui est une chanson que j'ai écrite une semaine après le séisme pour m'interroger, pour demander à Dieu, est-ce que ce pays est maudit? On ne comprend pas qu'on a tous les problèmes du monde. On a connu des inondations, comme le cas des Gonaïves, on a connu des cyclones, on a connu beaucoup de problèmes à caractère politique. Oui, bien sûr. On a frôlé la guerre civile. Et on se demande pourquoi tout le temps c'est Haïti. Bon, on connaît la réponse. Certes, Dieu n'a pas de parti pris. Mais je crois que la réponse, c'est à nous de nous mettre ensemble, de nous unir, de chercher les solutions. Parce que si on est organisé, on pourra arriver également à protéger Haïti contre les catastrophes naturelles. Parce que dites-nous bien que si le pays avait des maisons bien construites, si les gens qui construisaient les maisons respectaient les normes parasismiques, les normes de construction, on n'aurait pas autant de morts. Parce qu'il y a eu au Japon des tremblements de terre, tout récemment, on en a eu, mais il n'y a pas eu de morts. Ou bien s'il y en a, il y en a eu très peu. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le tremblement de terre qui tue. Ce qui tue, c'est la mauvaise qualité des constructions qui ne répondent pas aux normes qui sont respectées au niveau international. Donc il faudrait maintenant repenser Haïti, repenser ce pays et repenser, parce que vraiment on a voyagé, on a fait beaucoup de pays dans le monde et on se dit qu'il y a un problème. À présent, vous avez écrit déjà une dizaine de livres.
Oui, à peu près, oui. Et maintenant, tous ces ouvrages sont... Vous avez publié ça dans quelle édition? C'est Mediatex, édition Mediatex, qui est ma propre édition. Okay. Naturellement, on a publié beaucoup d'autres auteurs très connus. On a publié Franck Etienne, on a publié Leslie Maniga, qui était un ami personnel. On a publié beaucoup d'autres auteurs, Madame Maniga aussi. Je n'ai pas tous les noms en tête, je vieillis un petit peu. Mais de grands auteurs aussi. Jessica Fiev a été publiée chez nous d'abord, elle a commencé chez nous, maintenant c'est un auteur international. Margaret Papillon au début, on a publié plusieurs auteurs. Et on a l'imprimerie, hein, on a commencé en 1994, après le coup d'État, donc ça fait aujourd'hui, je crois, plus de 20 ans. Hein. Donc, Mediatex continue à faire un travail dans la communauté, surtout au niveau de l'impression. Ce que nous faisons aussi, les jeunes qui viennent nous voir, qui n'ont pas de grands moyens, on trouve une stratégie pour les appuyer, pour les aider. Naturellement, il faut qu'ils aient un minimum, mais au fait, moi je crois dans ce qu'on appelle en anglais le social business. Ce que je fais comme entrepreneur, ce n'est pas pour faire de l'argent seulement, pour faire des bénéfices, pour faire des profits. Certes, il faut entreprendre pour faire des profits, sinon, s'il n'y a pas de bénéfices, il n'y a pas de création de richesse, on serait en faillite. Mais ce que je vise avec tout ce que je fais dans la vie aujourd'hui, c'est pas d'abord l'argent, mais c'est pour pouvoir aider la communauté. Je fais beaucoup de sponsorisation, surtout au niveau des spectacles. Et beaucoup de spectacles ici sont supportés par nous autres au niveau, alors je parle au niveau des cartes d'impression évidemment, des cartes, des affiches, on essaie de les supporter autant que faire se peut. Et là on a créé une nouvelle section, c'est une section de duplication de CD et de DVD. Pour la première fois en Haïti, on a innové, on peut faire n'importe quel artiste, quel groupe social ou évangélique peut nous contacter et on produit localement des CD, que ce soit des CD traditionnels qu'on appelle les jewel case en plastique, ou encore les CD, ce qu'on appelle les digipacks. C'est des CD en carton, on les fait localement en Haïti. Malheureusement, le public n'est pas tellement informé de tout ce que nous faisons. Donc je profite de cette émission pour leur faire connaître Mediatex, pour dire que on est petit, c'est vrai, mais on fait beaucoup de choses que d'autres n'arrivent pas à faire jusque-là en Haïti. Et on croit dans le social business, on veut faire de l'entrepreneuriat, surtout pour aider la communauté à trouver de meilleurs services et avec rapidité, avec bon marché, à bon marché et avec rapidité et avec qualité. Donc c'est ce que nous faisons dans la communauté pour supporter tous ceux qui veulent produire, parce que nous sommes passés par là. Quand nous avons écrit notre premier ouvrage en 81, nous étions Snack Chauvet, le titre du nouvelliste qui nous avait supporté à l'époque, qui nous avait octroyé un crédit, et bien on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc aujourd'hui je veux rendre l'appareil, je veux supporter la jeunesse pour rendre à Haïti ce qu'elle m'avait permis de faire quand j'étais très jeune. Okay. Mais à présent, vous avez parlé, vous avez déjà publié 4 albums en thème musique. Alors, beaucoup de vidéos aussi, on a beaucoup de vidéos, sur YouTube également. Nous avons publié pour la première fois en Haïti un album audio et vidéo. L'album 2004-2004 est vidéoclipé entièrement. Donc l'album est disponible sur le plan audio et sur le plan vidéo. Donc les vidéos sont également disponibles sur YouTube. On n'a qu'à aller sur YouTube et taper Joël Lorquet et puis les chansons vont monter. Que ce soit haïtien, André Bati Haïti. Il y a plein de titres qui ont rapport avec Haïti qui sont sur YouTube et qu'on peut facilement visionner à n'importe quel moment. Okay. Et restons encore sur l'album musical. Maintenant, vous avez publié déjà 4 albums, et soit des albums religieux, soit des albums sociaux. Maintenant, comment vous partagez ces deux secteurs? Bon, je suis un artiste et vous savez que l'art, c'est l'habileté. La science, c'est la connaissance, c'est la recherche, c'est la vérification, mais l'art, c'est pas tout ça, c'est juste l'habileté, ça veut dire la dextérité qu'on utilise pour accomplir une œuvre artistique donnée. Donc, dès qu'on a cette dextérité, et c'est comme dans le journaliste qui comporte les deux, qui peut être science et art également. Donc tout ce que j'ai fait dans la vie, c'est de l'art, que ce soit en tant que communicateur social, que ce soit en tant que journaliste, que ce soit en tant que dessinateur, peintre, en tant qu'acteur de... J'ai joué dans un film dans le temps, Les Cotonets au sac vide, ça fait plus de... C'était en 89, non, c'était en 82, ça fait très longtemps. Et avec, à l'époque, Gary Altidore, Jojo Lorquet était là-dedans à l'époque. Il y avait aussi les frères Fanfan, docteur et... Fanfan et ses frères. C'est un film qui avait été diffusé pour la télévision. Malheureusement, bon, personne n'a gardé une copie, c'est tellement ancien.
Et on était à l'époque parmi les pionniers du cinéma. J'étais très jeune, hein, j'avais 17-18 ans, et il m'avait invité à jouer un rôle de pharmacien dans ce film. Donc c'était de là aussi à l'époque. J'ai travaillé et ma diction avec Daniel Mancelin. J'ai travaillé du théâtre, l'art dramatique avec Daniel Mancelin à l'époque. C'est mon professeur d'ailleurs. Donc c'est encore de l'art. Le théâtre, l'art dramatique, c'est de l'art. Et aujourd'hui j'écris. L'écriture encore c'est de l'art. C'est toujours de l'art. Mais à présent, vous chantez... La musique aussi, surtout. Oui, vous chantez tantôt des chansons à caractère religieux. C'est vrai, on est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, est-ce que vous considérez les chants religieux comme une profession, ou du moins comment vous considérez? En Haïti, on n'est pas encore prêt pour que l'être haïtien puisse vivre de son art. Je ne pense pas. D'ailleurs, je décourage les jeunes qui ont cessé d'aller à l'école pour faire de la musique seulement, qui pensent qu'ils vont réussir. Bon, et je ne pense pas qu'on peut vivre vraiment de l'art en Haïti. Enfin, laissez-moi rectifier. Je ne pense pas qu'on peut vivre décemment, qu'on peut vivre de manière décente, de manière qu'on peut vivre à l'aise, qu'on peut vivre normalement avec l'art. Je ne pense pas. À moins qu'on va diversifier ce qu'on fait. Par exemple, on peut être chanteur ou musicien, mais vous ouvrez un magasin qui vend des instruments de musique, qui vend des albums, ok. Vous dispensez des cours de musique en tant que maestro, ok. Vous ouvrez une école de musique, mais vivre de l'art en tant que chanteur seulement, en tant que musicien seulement, je pense que c'est pas encore possible. C'est pas possible. Vous allez vivre, mais dans la misère. Honnêtement. On n'est pas encore à ce stade où on est aux États-Unis, on produit un album, un seul album qui se vend à 100 millions d'exemplaires et vous êtes millionnaire rapidement. Oui. Bon, je l'aurais souhaité. On dit que notre président a gagné son argent de la musique. Je n'ai pas vérifié. Je voulais souhaiter que ce soit vrai. Ce serait une bonne chose. Mais là, à ce domaine, il y a des millionnaires dans la musique. Ouais, Juan Luis Guerra est un millionnaire dominicain dans la musique. Ils ont même ils ont aussi un grand modiste aussi qui est millionnaire rien que dans les vêtements. Ils ont plein de choses. C'est de la création. J'ai oublié son nom, mais je vieillis encore. Mais quand même, on aurait souhaité qu'en Haïti aussi, qu'un jour qu'on puisse avoir des designers, des artistes millionnaires, grâce aux Haïtiens qui achètent leurs œuvres. Mais on a un problème en Haïti, le piratage. Oui. Vous faites un album et les gens, tout le monde a votre album, tout le monde vous connaît, tout le monde a vos vidéos, tout le monde a vos livres, mais personne ne l'achète légalement. Vous mettez vos produits dans les stores, personne ne les achète. Et pourtant tout le monde va l'acheter, ils vont les acheter dans les rues, sur le trottoir. C'est pas bien. Moi, j'aimerais lancer un appel d'ailleurs aux Haïtiens à une prise de conscience pour qu'ils puissent supporter l'art haïtien, supporter les artistes. C'est le seul moyen de supporter la création haïtienne. L'art haïtien. Mais à présent, pour vous, faire de la musique évangélique, ça veut dire quoi? Pour moi, faire de la musique évangélique, c'est d'abord évangéliser. Comme vous l'avez si bien dit. Évangéliser veut dire pour moi faire passer un message. Faire passer un message de repentance, un message d'espoir, un message d'amour, un message de changement, un message qui puisse vraiment contribuer à changer Haïti, à donner un autre pays. Je pense que l'évangile... Avez-vous déjà vérifié quelques résultats? C'est difficile de pouvoir mesurer les résultats, mais je peux dire que j'ai senti beaucoup de changements. À quel niveau? Aujourd'hui, par exemple, il y a des radios qui se créent, qui n'ont pas été créées par des chrétiens. Des radios à caractère évangélique seulement. Ça veut dire que le marché augmente parce qu'ils ont réalisé qu'aujourd'hui, les protestants sont à 52% dans le pays, donc il y a une force qui s'en vient. Oui. Même au niveau politique, si ce secteur s'était bien organisé, ils auraient déjà pris le pouvoir en Haïti. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas unis. Et voilà pourquoi ce secteur n'a pas pris le pouvoir, mais c'est facile. Parce que notre président a été élu avec 900 000 voix, et nous on est 52%, ce qui représente à peu près 6 millions d'Haïtiens au moins. Donc 6 millions de votants, hein, c'est facile de prendre le pouvoir. Oui. Bon, on n'en est pas là, mais le secteur a des problèmes aussi, surtout au niveau politique. Mais ce que je veux dire, c'est que le changement arrive, oui, sûrement, mais lentement. On a aujourd'hui des églises évangéliques modernes, avec parking, des églises climatisées. C'est une bonne chose, parce qu'avant, on nous appelait des têtes marées. Mais aujourd'hui, on réalise qu'il y a de grands intellectuels qui sont chrétiens et qui n'ont plus peur de s'affirmer en tant que chrétiens. Ce sont des changements. Et on sent le changement au niveau professionnel. Dans plusieurs bureaux aujourd'hui, pour ne pas dire dans tous les bureaux, dans les grands bureaux, dans les ambassades, au palais national, dans les grandes entreprises, il y a des chrétiens à des postes importants.
Donc, ce sont des changements qui s'amènent. Et aujourd'hui, on a une classe moyenne qui a un pouvoir économique. On fait des spectacles aujourd'hui au Caribé, à Canassu, à 1000 gouttes, 1500 gouttes, et on est rempli de spectateurs. Donc, le secteur commence à bouger. Donc, maintenant, ce qui doit changer, qui n'a pas encore changé, c'est que ça ne va pas suffire d'avoir un grand nombre de protestants, un grand nombre de chrétiens dans le pays, ça ne va pas suffire. Ce à quoi on s'attend, c'est de voir que le message que nous prêchons puisse influencer aussi la vie, notre vie d'abord, et la vie des Haïtiens. Autrement dit, si nous arrivons au pouvoir, Joël Lorquet arrive au pouvoir à un poste quelconque, eh bien, il va gérer avec efficacité, avec un leadership parfait, efficace, efficient aussi. Il ne va pas voler, et maintenant il va restaurer une confiance dans ce secteur. On va dire, on va voter les chrétiens parce que ce sont des gens honnêtes. Oui. Quand ils sont en position, s'il est maire de Delma, il est maire de Pétionville, eh bien, on va voir dans sa gouvernance que c'est un chrétien, oui, qui accomplit des progrès. C'est là qu'on doit arriver. Dans l'histoire d'Haïti, on a eu un ministre, je n'ai pas le nom en tête, qui a été ministre des Finances. C'était le meilleur ministre haïtien. Il avait géré avec honnêteté, avec équité. Donc c'est ça maintenant, on doit arriver à avoir au pouvoir dans ce pays un groupe de chrétiens honnêtes. Et à ce moment-là, le changement va arriver. Okay. Vous voyez? Bien. Eh bien, Madame, Messieurs, vous suivez une fois de plus Actes Jeunes, une émission qui passe de présentation tous les samedis 2h30 à partir de notre site web www.jcmgraphmagazine.com, et ainsi vous pouvez suivre ça aussi sur la radio aquinoise internationale depuis en France. À présent, nous recevons Monsieur Joël Lorquet. Eh bien, Monsieur Lorquet, étant donné que vous êtes entrepreneur, chanteur et autres, est-ce qu'on peut considérer que vous avez une double carrière? Oh, pas seulement double, je dirais plusieurs carrières. Si on parle de l'art, je dirais que j'ai une seule carrière artistique, je suis artiste tout court. Mais ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai fait plein de choses. Hein. J'ai fait l'art graphique aussi. J'ai été chargé de réaliser le journal graphique, la partie graphique du journal le petit samedi soir sur Duvalier. J'ai réalisé le journal au complet sur Duvalier. Donc très jeune, j'étais intéressé à tout ce qui était vraiment journalisme et art. Et pour moi, je n'arrive pas à faire la décantation entre l'art et le journalisme, la communication. J'arrive à les mélanger. Parce que je suis artiste, parce que je l'ai fait, c'est naturel, c'est tout naturel. J'écris naturellement, rapidement. J'ai un cerveau qui réfléchit rapidement, qui produit rapidement. J'ai une facilité de langage, j'ai une facilité de production, de créativité, de création. C'est tout ça. Et je suis un artiste, c'est ce que je dis, un artiste. Je chante, je fais de la musique, j'écris, je compose. C'est naturel, c'est sans effort tout ce que je fais. Alors donc, si un jeune souhaite publier, imprimer un ouvrage dans votre institution, alors quels sont les critères? Bon, les critères sont les mêmes. Il doit d'abord avoir fini de rédiger le livre, il doit avoir fini de corriger aussi, de bien corriger, parce qu'il y a des auteurs qui ne savent pas, qui viennent chez un imprimeur, qui apporte un livre qui comporte encore des fautes. Et après que le graphiste ait réalisé la maquette, maintenant ils reviennent nous trouver pour dire qu'il y a des fautes à corriger. Ce n'est pas le travail d'un graphiste de faire les corrections pour l'auteur, vous voyez. Donc il faut quelqu'un qui est un auteur sérieux, doit prendre tout son temps pour bien corriger son livre. Cette année, je n'ai pas été à Livre-Folie parce que je n'ai pas eu le temps de corriger mon livre. Je me fais corriger par au moins deux correcteurs. C'est normal, même les plus grands auteurs en France, en Suisse, en Belgique, se font corriger. Vous voyez? Par respect pour le lectorat, il est important de se faire corriger. Il vaut mieux ne pas se précipiter pour aller à Livre-Folie ou aller à une foire, mais produire un livre de qualité, même après 3 ou 4 ans. Il vaut mieux, parce qu'une œuvre est appelée à demeurer pour longtemps. C'est pourquoi il y a le dépôt légal. Quand vous envoyez 5 exemplaires à la Bibliothèque nationale en dépôt légal, c'est pour l'histoire. Quand vous n'aurez plus d'exemplaires, quand vous allez mourir, eh bien, après votre mort, c'est pour les archives. Ces livres vont rester. D'ailleurs, ils sont microfilmés. Maintenant, la postérité aura accès à cette œuvre. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de connaître les œuvres de Frédéric Massenet, de Villers et de Mars et de beaucoup d'autres auteurs haïtiens. C'est ça, c'est grâce au dépôt légal, grâce à ceux qui vont conserver leurs œuvres. Alors oui, Madame, Messieurs, comme vous le savez déjà, alors nous recevons l'entrepreneur, Monsieur Joël Lorquet.
Alors nous sommes ici présentement dans les locaux de l'hôtel Le Marsin. Alors Monsieur Lorquet, s'il y a un message à lancer à la jeunesse, ce serait quoi pour vous? Je dirais à la jeunesse, soyez intelligents. Seule l'intelligence peut vous permettre d'éviter le pire dans ce pays. Seule la capacité de jugement va vous permettre de faire le bon choix. Quand on est jeune, je suis passé par là, comme tout le monde, comme tous les jeunes, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à votre portée. Il y en a qui sont positives, il y en a qui sont négatives. Sachez ou encore apprenez à bien choisir et choisissez le bien. Il y a des gens qui choisissent la réussite facile, ok, mais qu'est-ce qui arrive? Ils meurent rapidement aussi. Mais ceux qui réussissent avec leur intelligence, ceux qui prennent le temps de réussir en allant à l'école, en étudiant, en passant des nuits blanches à faire leurs devoirs, ils réussissent, et quand ils réussissent de la bonne façon parce qu'ils dorment en paix. Vous n'allez jamais les retrouver avec une balle dans la tête et dans leur voiture, non? Parce qu'ils ont réussi sainement, ils ont réussi de manière honnête. Donc ne soyez jamais ambitieux dans le mauvais sens. Soyez ambitieux, oui, pour devenir ministre, oui, devenir un bon intellectuel, un brillant intellectuel, un brillant écrivain, je ne sais quoi, un brillant professeur, oui, c'est de la bonne ambition. Mais ne soyez pas ambitieux pour réussir de la manière facile dans la vente des stupéfiants. Là, ça va créer des problèmes, vous voyez. Donc, prenez votre temps pour bien réussir, consacrez votre vie à faire le bien, ne soyez jamais envieux, soyez, au moins, il faudrait, je pense, réussir sa vie à trois façons. Hein. Sur le plan spirituel, pour mener une vie, je dirais, intelligente au niveau spirituel, faire le bon choix, donner un cadre de vie, une ligne de vie à vous-même. Réussissez également au niveau académique, au niveau intellectuel. Faites des études autant que vous pouvez, autant que faire se peut. Arrivez au doctorat. Moi, actuellement, je suis en train de faire un doctorat à distance avec la AFTS University. Et en linguistique appliquée et en leadership. Enfin, c'est... Voilà. Ça prend du temps. Et puis, poursuivez vos études, lisez de bons livres. Ensuite, essayez de réussir également au niveau social. Faites le bon choix, ayez de bons amis au niveau social, et un bon entourage. Il faut réussir également au niveau économique. Mais pour ce faire, il faut apprendre une bonne profession, un bon métier, et pratiquer, exercer ce que vous avez choisi de faire, aimer ce que vous faites, et voilà, mener une vie d'altruiste, et faites le bien, aidez les autres qui sont dans le besoin, et par-dessus tout, aimez Dieu et aimez votre pays. Bien. Voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission, de cette édition, la 3e édition de Actes Jeunes, Madame, Messieurs. Alors, en arrivant à la conclusion de cette émission, tous nos invités passent par cette épreuve. Nous avons un thème bien défini tous les mois. Alors, pour ce mois de juin, nous avons choisi ce thème qui dit « Ce qui ne coûte rien, ne vaut rien et ne satisfait pas ». Comment pouvez-vous commenter un peu là-dessus, Monsieur Lorquet? Ce qui ne coûte rien, ne vaut rien et n'arrive pas à vous satisfaire. Moi, je dis que c'est vrai. Et d'ailleurs, dans la Bible, on dit souvent qu'il faut offrir à Dieu ce qui a de la valeur. Ce qui ne coûte rien n'a aucune valeur. Et un être humain peut ne rien coûter aussi, s'il est un va-nu-pied, s'il est un être insignifiant. Donc ça me donne encore une leçon, il faut apprendre à vous rendre important. Soyez important. Mais pour vous rendre important, il faut vraiment avoir des qualités. D'ailleurs, des qualités intrinsèques, ensuite des qualités intellectuelles et des qualités spirituelles également. Donc ce qui ne vaut rien ne coûte rien. C'est ça, et n'arrivera pas à vous satisfaire. Moi, je pense que c'est une très bonne pensée qui devrait stimuler les jeunes qui nous regardent ce soir et qui nous écoutent également à s'orienter pour devenir quelqu'un, pour valoir quelqu'un. Parce que dans l'histoire, on ne retient que ceux qui ont fait du bien, que ceux qui ont accompli quelque chose. Dans toutes les disciplines, dans tous les domaines. Louis Pasteur a accompli, enfin, a inventé la pasteurisation, et aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on peut boire le lait sans courir le risque de mourir à cause des bactéries. Eh bien, il a accompli une discipline au niveau, je dirais, médical. Bill Gates a accompli des exploits au niveau informatique.
Ces gens-là, Bill Gates et tant d'autres, nous ont donné le monde et la technologie, les NTIC. Et beaucoup d'autres personnes ont fait des inventions. Bell, Graham Bell a donné le téléphone. Et tant d'autres encore. Donc, ils valent quelque chose aujourd'hui aux yeux du monde parce qu'ils ont contribué à nous faciliter la vie, à rendre la vie plus facile grâce à leur invention. Alors, nous Haïtiens, qu'est-ce que nous avons accompli? Qu'est-ce que nous avons réalisé dans ce pays? Qu'est-ce que nous avons inventé jusque-là? Pas grand-chose. Soyez différents, optez pour le bien, optez pour la valeur et valez quelque chose aux yeux de Dieu, à vos yeux et aux yeux de la communauté. Comme ça, je crois qu'on ne dira plus que ce qui ne vaut rien ne coûte rien. Et voilà. Donc je crois que ce serait ça et mon interprétation de cette pensée. Ok, d'accord. Eh bien, Monsieur Lorquet, Musac Magazine ainsi que Actes Jeunes, je vous remercie. Alors, c'est ici, Madame, Messieurs, s'achève cette 3e édition de Actes Jeunes pour ce mois de juin. Et une fois de plus, nous étions reçus dans les locaux de l'hôtel Le Marcelin. Alors, pour la présentation, une fois de plus, c'était Bernadette Joseph. Au revoir et à la prochaine.